Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Se lancer dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets techniques les plus importants à mes yeux, le son. Pour commencer, sachez que peu importe le matériel que vous avez, dans la très grande majorité des cas, plus le micro sera proche de la source sonore, et plus le son capté sera clair et atténuera les bruits ambiants. Et surtout, c'est pas parce que votre caméra a des micros intégrés que vous devez vous dire que vous avez de quoi enregistrer le son. Il vaut mieux dépenser un peu moins dans le matériel image et mettre ne serait-ce que 50 € dans un petit micro-cravate, la différence sera vraiment flagrante. Aussi, dans cette vidéo, je ne vais parler que des micros pour faire de la vidéo. Si vous cherchez un micro pour enregistrer une guitare ou un kit de batterie, mes explications seront peut-être pas très utiles. Je vais donc vous parler de micros pour prendre des voix, des bruitages ou même des ambiances. Maintenant que c'est dit, attaquons-nous au cœur du sujet. Comment choisir un micro? Déjà, il y a plusieurs types de micros utiles dans différentes circonstances. Il y a d'abord les micros-mains, qui sont des micros qu'on peut tenir ou mettre sur pied. Ils ont pour but d'isoler la voix de la personne qui parle dedans et ça peut être utile par exemple en reportage, où le présentateur tient le micro pour parler directement devant, ou le tendre à une personne interviewée. On peut aussi utiliser ce genre de micro pour des voix off, mais c'est pas le mieux. Pour de la voix off, et plus généralement des enregistrements en environnement contrôlé, on a tendance à utiliser des micros à large membrane. Ces micros sont souvent plus sensibles et doivent être montés avec une suspension sur un pied. Mais il restitue une voix beaucoup plus riche et fidèle. En cinéma, pour enregistrer la voix des acteurs, on utilise souvent des micros à petite membrane qui sont souvent canons, qui sont assez fins et longs. Ils se mettent au bout d'une perche qui est la plupart du temps tenue par un opérateur. Mais en interview par exemple, il est pas rare de fixer la perche sur un pied. Le dernier type de micro très utile, c'est le micro-cravate. Même si un ingé son va l'utiliser si possible qu'en plus d'une perche, pour des faces caméra comme je fais, ou même pour des interviews, ça peut faire l'affaire. Et en plus, c'est plus rapide à mettre en place. Souvent, les micro-cravates sont utilisés avec un émetteur sans fil, ce qui me permet par exemple en ce moment d'enregistrer ma voix directement dans ma caméra, sans avoir un câble qui traîne par terre. Pour parler très rapidement des HF, il existe aussi des émetteurs XLR pour, par exemple, utiliser un micro-main classique en sans fil. Il existe aussi des micro-mains qui ont un émetteur intégré. C'est une solution beaucoup utilisée, notamment en télé. Maintenant qu'on a vu les différents types de micros, il y a un autre point important, leur directivité. La directivité d'un micro, c'est tout simplement le pattern selon lequel un micro capte le son. Par exemple, un micro omnidirectionnel capture le son tout autour de lui de la même façon, ce qui est très utile par exemple pour des ambiances. Mais si vous voulez isoler une voix, c'est mieux d'utiliser un micro directif. Il en existe plusieurs types et le plus courant ce sont les micros cardioïdes. Ils captent le son qui vient de l'avant de la capsule, mais rejettent le son venant des côtés et surtout de l'arrière. C'est globalement la directivité la plus utilisée pour enregistrer une voix avec un micro-main ou un large membrane, car ça permet de faire ressortir une voix sans problème. Et finalement, il y a aussi des micros qui captent le son sur un angle plus restreint, comme les supercardioïdes et les hypercardioïdes, qui permettent encore plus facilement d'isoler une voix. En cinéma, ces micros sont utilisés souvent sur une perche pour pouvoir bien suivre les mouvements des acteurs. Parce que du coup, vu que le micro capte le son sur un angle vraiment très serré, il faut le placer très précisément. Le point qui fait la plus grande différence entre deux micros de même type mais qui coûtent 100 et 2000 €, ça va être leur rendu son. C'est un peu comme avec les capteurs ou les objectifs. Une marque ou même un modèle de micro sonne différemment de l'autre et les préférences varient selon les goûts. On entend une différence entre un Sennheiser MKE 600 à 300 € et un 416 à 1000 €, qui sont deux micro-canons de gamme très différentes. Mais on entend aussi une différence entre un Rode NTG2 à 200 € et un Audio-Technica 875R qui sont à peu près dans la même gamme. Mais si vous vous lancez plus dans la vidéo que dans une carrière d'ingé son, commencer avec un micro à 1000 € c'est pas utile. Le son c'est très important, mais un micro à 100-200 € fait largement l'affaire tant qu'il est adapté à vos besoins et qu'il est bien utilisé. Pour utiliser votre micro, c'est quand même mieux de pouvoir le brancher à quelque chose. La plupart des micros se branchent en XLR, qui est une excellente connectique, mais certains petits micros se branchent en mini jack. C'est moins solide, mais c'est plus compact et plus grand public. Si vous utilisez un micro en mini jack, faites attention à ne pas confondre en mini jack TRS et TRRS. Le premier a 3 contacts, comme le Videomic Pro ou le Sennheiser ME2 par exemple. Le son passe donc par les deux premiers points et rentre dans une entrée micro mono ou stéréo. Le TRRS, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur des écouteurs de téléphone ou aussi dans le Rode SmartLav+. Dans ce cas-là, on a 4 contacts. Les deux premiers sont dédiés au casque et le micro passe par le troisième ou le quatrième point selon les normes. Du coup, vous ne pouvez pas brancher un Rode Videomic Pro sur un téléphone ou un SmartLav+ sur un enregistreur classique, sauf avec un adaptateur. Sachez aussi que certains micros ont besoin d'être alimentés. En XLR, c'est une alimentation fantôme de généralement 48 volts que vous envoyez au micro via votre périphérique d'enregistrement ou votre ampli. Du coup, un micro qui doit être alimenté ne peut pas fonctionner sur une entrée jack, même avec un adaptateur. Il existe aussi un système d'alimentation un peu similaire pour les micros en mini jack. Certains micros, comme le SmartLav+, encore une fois, ont besoin que l'enregistreur envoie un peu de courant pour que le micro fonctionne. Ça fait qu'on ne peut pas par exemple l'adapter en XLR ou en jack 6,3 mm avec un adaptateur banal, il faut pouvoir laisser passer une alimentation. Bref, votre micro, qu'il soit XLR ou mini jack, il va falloir le brancher quelque part.
Si vous enregistrez des voix off sur un ordinateur, vous pouvez aussi directement prendre un micro USB, et là vous n'aurez pas besoin de cette partie. Si vous n'avez pas de micro en USB, il y a plusieurs solutions. Premièrement, on peut enregistrer directement sur sa caméra. C'est la solution la plus simple, mais vous dépendez totalement de votre caméra. Si justement vous avez une caméra, vous aurez sûrement des entrées XLR avec alimentation fantôme. Mais avec un appareil photo, vous serez sûrement bloqué sur du mini jack. Aussi, avec un appareil photo, vous n'aurez peut-être pas de prise casque, un accès au réglage de gain un peu compliqué. La seconde solution, c'est de passer par un enregistreur externe. Il y a par exemple le Tascam DR70D que j'ai présenté ici, ou des enregistreurs de chez Zoom qui permettent de rentrer des micros XLR qui ont une bonne ergonomie, qui peuvent alimenter votre micro et surtout brancher un casque pour écouter ce que vous enregistrez. Sinon, si vous enregistrez sur ordinateur, vous pouvez aussi utiliser une interface son. C'est un petit bloc avec une ou deux entrées XLR et une sortie USB, mais on retrouve aussi des tables de mixage avec une interface intégrée pour faire rentrer plusieurs micros dans son ordinateur. C'est vraiment important de ne pas enregistrer son micro avec n'importe quoi pour plusieurs raisons. En résumé, ce qui fait la qualité d'un enregistreur ou d'une interface son, c'est bien sûr leur ergonomie et les possibilités qu'ils offrent, mais aussi la qualité de leur préampli. Quand vous branchez un micro, il envoie un signal très faible qui doit être amplifié pour être audible. Pour faire un rapide parallèle avec la musique, si vous jouez de la guitare au casque, vous n'allez pas directement brancher votre casque sur votre guitare, mais vous allez brancher la guitare à un ampli et le casque sur l'ampli. Et bah là c'est exactement pareil. Le volume de votre micro doit être amplifié pour que vous puissiez utiliser l'enregistrement. Et tous les préamplis ne sont pas de la même qualité. Un mauvais préampli va générer du souffle, du bruit de fond si vous préférez, et c'est pas vraiment idéal. Et ça commence un peu à sortir de mes compétences, mais il me semble qu'un préampli donne aussi une couleur au son. C'est-à-dire qu'il n'amplifie pas le son bêtement, il va aussi le modifier un peu. Si vous avez des compétences en son, n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit en commentaire. Je suis pas spécialiste du son, donc mes connaissances dans ce domaine ne vont pas aussi loin, mais ça m'intéresse vraiment d'en apprendre plus. Le micro et l'enregistreur sont les parties les plus coûteuses d'un système son. Mais il ne faut pas négliger d'autres points très importants pour que vos prises soient bonnes. Tout d'abord, il faut fixer votre micro quelque part. En cinéma, la plupart du temps, les micros sont utilisés au bout d'une perche. La perche permet à l'opérateur de suivre les mouvements d'un acteur et de garder le micro le plus proche possible de sa bouche. Pour choisir une perche, il y a plusieurs critères. Primo, leur taille. Une perche de 3 ou 4 mètres permet bien sûr à l'opérateur plus de recul qu'une perche de 2 mètres, mais ça permet aussi de faire un peu contrepoids à l'opposé du micro pour un peu moins forcer sur les bras. Les perches assez haut de gamme sont souvent construites en carbone. Elles sont plus légères que celles en alu et sur une longue journée ça peut aussi aider. Mais par contre elles sont un peu moins solides. Certaines perches permettent de faire passer un câble XLR à l'intérieur des tubes pour éviter de l'emmêler, mais encore une fois, sur certaines perches, c'est mieux géré qu'avec d'autres. Dans des situations où la personne qui parle ne bouge pas trop, en interview par exemple, on peut aussi mettre un micro sur pied, et dans des situations où on va avoir un micro pas trop encombrant comme en podcast, on peut utiliser un bras micro. Pour les pieds micro, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais pour les bras, sachez que les bas de gamme grincent un peu et sont moins précis au niveau du positionnement du micro. En situation de direct, par exemple, ça peut s'avérer très gênant de lutter un peu contre le bras pour positionner son micro comme on veut. Et en plus, il y a un risque que l'on entende des grincements. Le problème qu'on peut avoir si le micro est directement attaché à une perche ou à un bras, c'est que chaque petite vibration va se transmettre au micro et donc pas mal dégrader votre prise de son. Pour éviter ça, il est préférable d'utiliser une suspension plutôt que les petites pinces en plastique données avec certains micros. La suspension permet d'isoler le micro de son support grâce à un système d'élastique qui absorbe les vibrations. C'est donc vraiment pratique. Pour avoir une prise son la plus claire possible, il faut aussi faire attention à ce que les plosifs de votre voix ou même le vent ne tapent pas directement dans votre micro, car ils vont énormément agiter la membrane et créer des sons très dérangeants. Pour éviter ce problème sur les voix off, on utilise souvent un anti-pop qui va atténuer au mieux les plosifs. Dans des situations où on n'a pas vraiment la place d'avoir un anti-pop, on peut aussi utiliser une bonnette. Ça peut légèrement modifier le rendu du micro, mais ça atténue les plosives et ça agit aussi un peu sur le vent. Pour réellement atténuer le vent, le mieux c'est d'utiliser un dead cat. C'est une fourrure qui absorbe énormément le vent. L'idéal, pour encore plus l'atténuer, c'est d'écarter la dead cat du micro, et pour ça on utilise un blimp. C'est une grosse cage dans laquelle on place le micro. Ça atténue pas mal le vent et en y ajoutant un dead cat, on pourra prendre du son dans à peu près n'importe quelle condition sans trop de problèmes. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et surtout à la partager, ça m'aide énormément. Si vous avez n'importe quelle question ou si vous voulez apporter des informations sur ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et bien évidemment, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, salut!